Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une conférence intitulée Les conséquences psychologiques des VARS sur nos enfants. J'ai articulé cette conférence en 4 parties. La première consiste à resituer mon travail et la place depuis laquelle je vous parle. La deuxième partie sera consacrée à EVARS et à son patronage. Je pense que c'est très important de regarder comment s'inscrit EVARS, dans quelle filiation. La troisième partie sera bien évidemment consacrée aux conséquences psychologiques d'EVARS sur nos enfants. Et la quatrième portera sur une véritable prévention. Comment protéger les enfants au mieux. D'abord, resituer mon travail. À l'origine, je suis psychologue clinicienne, docteur en psychopathologie. J'ai enseigné durant des années à l'université et je suis initialement spécialisée en psychologie de l'enfant et notamment dans l'enfance maltraitée. À ce titre, je connais bien le fonctionnement des institutions, des signalements, de la protection de l'enfance. J'ai également donné des formations auprès de professionnels de la petite enfance sur le développement psychique de l'enfant. J'ai supervisé des professionnels qui étaient confrontés directement à une clinique d'enfants et à ses difficultés, notamment dans des activités collectives des institutions. J'ai rédigé des rapports pour la justice, des expertises et des contre-expertises. J'ai aussi enseigné au sein de l'administration pénitentiaire sur la prise en charge de la délinquance sexuelle. Ma formation est triple, mais en particulier ce qui nous intéresse ici, c'est ma solide formation en psychopathologie, doctorat de psychopathologie et psychologie clinique à l'Université Lyon 2, enseignement ensuite à l'université sous la forme de cours magistraux et de travaux dirigés en psychopathologie, et notamment dans le développement psychique des enfants, en philosophie également, philosophie morale et politique à travers mon parcours à l'École normale supérieure de Paris-Ulm, et ensuite à travers mes études universitaires en philosophie. Donc tout ceci pour vous dire que la place depuis laquelle je parle, c'est une réelle expertise clinique de près de 25 ans de patientèle, de connaissances intimes du développement psychique des enfants, avec des enseignements que j'ai donnés, la plupart en français, certains également en espagnol, et une assise théorique qui accompagne cette expérience clinique au regard de ma formation dans le décryptage des sophismes de la manipulation de la langue et de mes spécialités qui sont l'étude de la perversion et de la paranoïa, notamment en psychopathologie. J'ai donc écrit de nombreux livres et ces livres portent pour certains sur la protection de l'enfance. Je pense à Psychopathologie de la pédophilie qui est initialement paru en 2013 avec ma collègue Amandine Lafargue chez Duno, est en 3e réédition actuellement. Mais je pense aussi à un livre extrêmement important que j'ai écrit il y a déjà 9 ans, L'imposture des droits sexuels ou la loi du pédophile au service du totalitarisme mondial, un livre dans lequel j'analyse en détail les textes officiels de l'OMS et du planning familial international visant à donner des droits sexuels aux enfants. Et vous verrez dans la suite de la conférence la raison pour laquelle je mentionne ce livre et dans quel projet s'inscrit EVARS. Enfin, j'ai publié un livre cette année en 2025 avec mon confrère le docteur Régis Bruno, pédiatre et pédopsychiatre, que j'ai rencontré en 2020 parce qu'il avait également écrit un livre qui rejoignait mes propres préoccupations concernant cette éducation sexuelle. Nous nous sentions alors bien isolés parmi nos collègues. Certains ne prenaient guère le temps de l'analyse et de la réfutation du discours dominant ou discours du maître, comme le dirait Lacan. Ce livre s'appelle « Le sexe n'est pas un jeu d'enfant ». Nous y faisons une réelle recension des origines de l'EVARS, de ce qui encadre l'EVARS, de cette idéologie selon laquelle l'enfant supposément aurait une sexualité. Nous faisons part de notre expérience clinique et de nos expériences en tant qu'experts. Et
nous constatons que malheureusement, notre discours a peu d'écho et que ce sujet est souvent repris par des gens qui n'ont pas réellement la connaissance du développement psychique de l'enfant, ce qui est très dommageable précisément au message que nous souhaitons faire passer. Je suis également marraine de l'Honest Alternative que j'ai aidé à fonder et nous avons rédigé un manifeste qui ne souffre d'aucune ambiguïté, un manifeste donc rédigé par des professionnels du soin psychique des enfants et soutenu par de nombreux professionnels en droit pénal, en droit et également en santé mentale de l'enfant. Nous pensons que pour nous armer davantage dans cette lutte, il est difficile de se passer des experts en psychologie et en droit, c'est-à-dire des gens qui réalisent des expertises et sont quotidiennement confrontés à des enfants traumatisés. Pour finir cette présentation, le 13 mai 2023, à Paris, j'ai organisé un colloque intitulé « La dérive totalitaire sur les enfants ». Ce colloque a été censuré et attaqué, y compris par des gens qui auraient dû être de notre côté. La vérité, dans sa radicalité et dans sa complexité, semble compliquée aujourd'hui à entendre. Or, pour la protection des enfants, elle doit l'être de toute urgence. Je précise enfin que, au cœur de mes découvertes concernant ces textes de l'OMS qui patronnent l'ensemble des éducations sexuelles dans les différents pays aujourd'hui, j'ai eu la chance de rencontrer en 2017 la professeure américaine aujourd'hui décédée Judith Reisman, qui a consacré sa vie à un travail d'investigation sur l'escroquerie scientifique, dite scientifique, de Kinsey et la divulgation de ses travaux jusqu'à l'OMS. Donc j'ai été régulièrement en contact avec elle avant sa mort. J'ai réalisé une interview en français qui est régulièrement censurée de la même manière que sont censurés mes différents livres, dont le dernier, Le sexe n'est pas un jeu d'enfant. Au-delà de la censure, ce sont d'épouvantables campagnes de calomnie et de représailles qui se sont abattues sur moi depuis ma prise de parole publique sur le sujet en 2017. Passons maintenant, si vous le voulez bien, à la deuxième partie de cette conférence. D'où vient Evars et quel est ce plan machiavélique qui est enrobé, comme le sont les bonbons empoisonnés qui contiennent plein de colorants et différents poisons à l'égard de la santé de nos enfants. D'où vient donc Evars? Evars signifie espace, vie affective, relationnelle et sexuelle, et s'adresse à tous les enfants, depuis la petite enfance jusqu'à la fin de l'adolescence. Il faut comprendre dans quel projet plus ambitieux s'inscrit Evars, parce que selon les pays, il y a un sigle différent, mais en réalité, c'est le même contenu et c'est la même idéologie. Je vous renvoie pour tout ce qui va suivre à mon livre L'imposture des droits sexuels. Le cadre de référence dans lequel s'inscrit Evars est un document qui s'intitule Les standards pour l'éducation sexuelle en Europe, un cadre de référence pour les décideurs en Europe. On ne peut pas faire plus clair. J'ai donc analysé les textes mot à mot pour découvrir un sophisme qui est une confusion complète entre les droits de l'enfant et les droits de l'adulte. Or, l'enfant est un adulte en devenir, précisément il n'est pas adulte et il y a une différence de nature entre le statut de l'enfant et le statut de l'adulte, ce qui fait que d'ailleurs l'enfant est considéré comme mineur sexuel, il n'a pas grand-chose à voir avec la sexualité, sinon rien du tout, comme nous allons le voir. J'ai donc recherché les références conceptuelles et scientifiques de ces textes qui encadrent ces espaces vie affective, relationnelle et sexuelle dès la petite enfance avec un nouveau métier qui s'intitule éducateur sexuel.
Que disent ces textes? Quelle est leur origine? Cela m'a pris plusieurs mois pour comprendre la nature du problème. Tout d'abord, leur origine scientifique. J'ai remonté les ramifications et je suis donc tombée très rapidement sur des filiations à Kinsey. Or, la professeure américaine de droit Judith Reisman a consacré sa vie à combattre cette idéologie, cette pseudo-science des laboratoires Kinsey, d'après lesquels les enfants seraient des êtres sexualisés dès la naissance. Ce ne sont pas des êtres sexués, garçons ou filles, mais des êtres sexualisés qui auraient le droit donc d'éprouver du plaisir sexuel quand et avec qui ils veulent. Et ce droit devrait leur être garanti. Voilà l'idéologie qui sous-tend Evars. Et qu'on me démontre le contraire avec des arguments bien fondés. Évidemment, ce n'est pas ainsi qu'Evars est présenté à la population, dans les médias propagandistes et auprès de certains professionnels qui croient naturellement faire œuvre de prévention parce que eux sont en charge de quelques modules de prévention à l'intérieur d'un programme dont il faut bien comprendre le caractère inadapté au regard de la psychologie de l'enfant, inadapté, dangereux et traumatique. Je ne vais pas revenir sur l'histoire de Judith Reisman ni de ses recherches sur Kinsey. Nous en parlons abondamment dans ce livre « Le sexe n'est pas un jeu d'enfant » que j'ai écrit aux côtés de Régis Bruno. Nous avons construit ce livre en 4 grands chapitres. Le premier, psychologie et biologie du développement de l'enfant, pour comprendre de quoi cela parle. Je rappelle que Régis Bruno, mon collègue, est également pédiatre. Il a une solide assise en biologie infantile. Donc, nous expliquons comment fonctionne la psychologie de l'enfant et la biologie de l'enfant. Les multiples confusions concernant la sexualité, ce que signifie la sexualité, et les confusions sémantiques, bien évidemment, qui règnent dans les VARS et dans les textes de l'OMS. Le chapitre 3 concerne l'envie de grandir chez les enfants et des soubassements affectifs. Et puis le chapitre 4 concerne les aides au développement pendant l'enfance et une véritable prévention selon nous. Donc procurez-vous ce livre. Je ne ferai de toute façon que répéter ce que nous avons mis dans ce livre qui est un véritable manuel de prévention et d'alerte sur Evars. Donc pour simplement revenir au point important que je souhaiterais développer, Kinsey était un entomologiste, il a été financé par la fondation Rockefeller pour démontrer que les enfants auraient une sexualité et pour ce faire il a eu des pratiques criminelles auprès de bébés et d'enfants en bas âge qui ont été traumatisés, violés et abusés. On parle de milliers d'enfants. Donc c'est sur cette imposture que les textes de l'OMS se fondent, ainsi que la Déclaration internationale des droits sexuels du planning familial. Et c'est le cadre dans lequel s'inscrit Evars et les standards pour l'éducation sexuelle en Europe. Il est fondamental de le comprendre aussi quand nous connaissons l'origine d'un projet et son ambition, ainsi que ses financeurs et ses concepteurs, nous avons des idées plus claires sur ce vers quoi nous allons. Je pense que nous insistons, Régis Bruno et moi, sur un point très important. Dans une société qui s'est abondamment sexualisée ces dernières décennies, et nous en voyons les conséquences désastreuses. Le premier point, la première idéologie sur laquelle se fonde Evars est celle selon laquelle l'enfant aurait une sexualité. Or, nous combattons fermement l'idée que les enfants seraient sexualisés. Cette idée est en voie d'être normalisée. Et si nous normalisons cette idée, qui n'est ni plus ni moins qu'une idée pédophile ou pédocriminelle, comme certains préfèrent utiliser le terme, eh bien, nous laissons le champ libre aux prédateurs sexuels, avec une banalisation progressive de la pédophilie qui serait une orientation sexuelle comme une autre. Évidemment, en analysant ces textes, je me suis aperçue qu'il existait une confusion perverse entre la
prévention, la protection des enfants et l'exposition des enfants. Sous le fallacieux prétexte de les protéger, on les expose et on les agresse. Il s'agit donc d'injonctions paradoxales. Je renvoie à mon livre L'imposture des droits sexuels. Il se trouve que tous les discours paradoxaux sidèrent la pensée et c'est bien ce qui se passe aussi en matière d'EVARS. Je peux prendre un autre exemple. À l'Honeste Alternative, nous avons insisté dans le manifeste sur le respect de la Convention internationale des droits de l'enfant. Cette convention est très claire concernant l'autorité parentale et la primauté donnée aux parents concernant les orientations éducatives de leurs enfants. Or, nous voyons bien, et je renvoie pour ce faire, tout simplement aux manuels qui sont destinés aux éducateurs sexuels dans les écoles et qui sont rédigés par un certain Sébastien Brochot, qui n'a aucune aptitude professionnelle à se prononcer en matière de psychologie de l'enfant. Eh bien, ces manuels explicitent clairement que les parents qui seraient opposés à cette éducation sexuelle, entre guillemets, pourraient donc être signalés aux services sociaux. Je rappelle donc que cela contrevient à la Convention internationale des droits de l'enfant. Au-delà de ce point, et sans doute ma consoeur maître Virginie Darrojo-Recchia vous en parlera plus amplement, l'enfant étant considéré comme un mineur sexuel, la sexualité n'a pas à entrer dans sa sphère infantile. C'est bien la protection de l'enfance qui est en jeu. Dans ces textes, il est question de faire de l'enfant un citoyen sexuel. Autre paradoxe, je vais simplement dire que la citoyenneté s'acquiert à l'âge adulte. L'enfant n'est donc pas un citoyen parce qu'il n'en a pas la maturité. Et protéger cette immaturité, c'est protéger son statut vulnérable d'enfant. Et on considère aussi que l'enfant serait doté d'un consentement. C'est donc estimer que l'enfant a terminé son développement psychique, émotionnel et intellectuel et qu'il serait donc apte à consentir. Or, l'enfant ne peut absolument pas consentir d'une part. D'autre part, comme il n'a pas de sexualité, je reviendrai sur ce point, il ne peut certainement pas être en mesure de consentir à une quelconque sexualité. Enfin, il ne faut pas oublier que de toute façon, dans tout ce qui est traumatisme sexuel, etc., on ne demande jamais le consentement ni l'avis de la victime. Je crois qu'il est important de rappeler ce point. Donc avec la citoyenneté sexuelle, on confond délibérément le registre politique et public avec le registre intime. Et c'est ce que j'ai donc appelé totalitarisme, puisqu'il s'agit d'une confiscation de la vie intime. Autre paradoxe que j'ai relevé, éduquer à la sexualité. Éduquer consiste à sortir l'enfant d'un état d'immédiateté, d'intolérance à la frustration et de domination de la vie pulsionnelle. Je fais ce que je veux quand je veux. Donc l'aider petit à petit sur une base bienveillante et une base d'autorité. Je renvoie à mon livre Psychopathologie de l'autorité, qui est très important. Donc l'aider avec des repères sécurisants à petit dompter cette vie pulsionnelle pour progressivement permettre d'introduire la rationalité, la discipline, l'acceptation de la frustration, du désagrément, mieux se sentir en paix avec ces différentes émotions, en tout cas être en aptitude de les verbaliser, etc. etc. Voilà, c'est ce en quoi consiste l'éducation. Et nous rappelons que éduquer sexuellement, c'est donc un contresens, un oxymore, un paradoxe. La sexualité fait partie de la vie pulsionnelle. Et précisément parce que c'est une vie pulsionnelle extrêmement puissante, elle ne peut donc être appréhendée psychiquement et biologiquement qu'à partir d'un certain âge. Et donc l'enfant doit en être absolument protégé. Cette éducation sexuelle de l'EVARS,
s'inscrit en France dans le grand plan santé sexuelle 2017-2030 de la stratégie nationale de santé sexuelle du ministère de la Santé du 30 mars 2017, qui a inscrit l'éducation sexuelle dès la maternelle dans les écoles de France, bien évidemment, à l'insu des Français, des enseignants et des parents, bien évidemment. Alors Judith Reisman disait « Le trafic d'enfants ne sera plus illégal, l'exploitation sexuelle des enfants non plus. Tout va être légalisé pour que les gens puissent violer les enfants parce qu'ils sont prétendument sexuels. » Et je renvoie, toujours de la même manière que vous compreniez bien le paysage dans lequel s'inscrit Evars. Même si on nous vend quelques modules de prévention qui sont destinés à faire avaler la pilule, mais qui sont un enrobage pervers, il faut bien comprendre que cette inscription dans la filiation de l'Institut Kinsey, qui est reconnu à l'ONU et qui sert de parrainage scientifique aux standards pour l'éducation sexuelle en Europe, eh bien, je vais vous citer la directrice de l'époque de l'Institut Kinsey, June Reinisch, qui a dit « Oui, nous savons que les enfants sont sexuels dans le ventre de leur mère. Il n'est pas nécessaire d'attendre qu'ils sortent du ventre de leur mère in utero. Ils sont sexuels, ils ont des ressentis sexuels. » Vous voyez le type de projections qui sont des projections de nature pédophile et nous en avons fait la recension dans le livre « Le sexe n'est pas un jeu d'enfant » avec Régis Bruno. Nous rappelons également dans ce livre qu'il est impossible d'utiliser Freud pour soutenir une quelconque éducation sexuelle. J'ai pu à d'autres moments relever les contresens époustouflants qui sont faits de Freud et qui démontrent que ceux qui l'utilisent aujourd'hui l'utilisent de manière malhonnête et incompétente, car Freud avait tout simplement relevé l'importance de ne pas introduire la dimension sexuelle dans la vie de l'enfant sous peine de créer des traumatismes irréversibles et de rendre l'enfant inéducable. Nous citons textuellement les textes. Je suis revenue avec un psychanalyste, Christian Dubuis-Santini, je suis revenue à la racine des textes en allemand. Il n'y a aucune ambiguïté. Donc il est urgent maintenant d'écouter les professionnels qui savent de quoi ils parlent avant de prétendre sexualiser un enfant. Sexualiser un enfant est une entrave au développement de sa pensée, de son imaginaire, de son évolution émotionnelle, affective, psychologique, spirituelle, morale, intellectuelle et éthique, et bien évidemment une entrave à ce qu'il devienne un citoyen responsable. Que vous dire enfin sur l'encadrement de cette Evars, l'OMS étant citée partout, mais on retrouve très très rapidement les filiations, et quand on ne les retrouve pas, elles y sont de manière idéologique, eh bien dans les standards pour l'éducation sexuelle en Europe, on va retrouver l'expression le potentiel sexuel de l'enfant qu'il conviendrait de développer, évidemment par un adulte dit partenaire de l'enfant. Et on va retrouver des notions comme une éducation sexuelle dite interactive qui commencerait dès la naissance, qui serait multidisciplinaire, obligatoire, anticipative, c'est-à-dire qu'il faudrait introduire les sujets avant que l'enfant n'arrive au stade correspondant du développement psychique, ce qui signifie en tout et pour tout que cette éducation sexuelle est donc traumatique, parce que l'enfant n'est certainement pas apte à recevoir l'information qui lui est donnée. Cette éducation sexuelle est censée être participative et on parle déjà d'éduquer sexuellement des enfants entre 0 et 4 ans. Je vais citer les textes de l'OMS, il faut qu'on comprenne dans quoi ça s'inscrit. Au plaisir et à la satisfaction liée au toucher de son propre corps, la masturbation enfantine précoce. Je vous laisserai découvrir tout ça si cela vous intéresse à travers mon livre où j'explique la nature de ces 10 enseignements que préconise l'OMS, et c'est dans ce programme, dans cette perspective que s'inscrit Evars. Il est donc très important de comprendre le programme d'ensemble, de s'arrêter un peu, de réellement aller à la source de l'information, de s'informer auprès des professionnels qui connaissent leur sujet et qui ont étudié ces différents points. J'ai pu d'ailleurs à d'autres moments donc décrypter, comme je vous l'ai indiqué, les différentes filiations, expliquer en quoi ces textes n'ont
aucune forme de scientificité. Et donc, c'est extrêmement important de le comprendre. Alors vous allez me dire, pourquoi se préoccuper de l'OMS? En quoi cela nous impacte-t-il? Eh bien, il faut bien comprendre que nous sommes assujettis à l'OMS, que notre propre président a déclaré que l'OMS est la seule institution légitime pour garantir la sécurité sanitaire universelle, que la France participe de manière colossale au budget de l'OMS et qu'il s'agit de passer progressivement des pouvoirs nationaux à des pouvoirs supranationaux. Je vous renvoie également au colloque du 13 mai 2023 où nous avons expliqué que l'ambition, à travers cette sexualisation des enfants, c'est la modification du droit pénal par la coutume, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure où l'on va initier les enfants à la sexualité, alors que c'est totalement contre-productif du point de vue de leur développement psychique et traumatique, eh bien, petit à petit, les enfants auront bien évidemment une conduite sexualisée, c'est de cela aussi dont je vais vous parler, et que si tous les enfants ont une conduite sexualisée, en définitive, eh bien, le législateur sera obligé d'en tenir compte, et c'est ainsi que sera modifié le droit pénal sous l'égide des influences massives de l'OMS, pour ne pas dire de la manipulation. Et c'est la raison pour laquelle il est fondamental de déposer des plaintes, et c'est ce que nous soutenons à Honest Alternative, de manière à ce que on ne puisse pas dire qu'aujourd'hui il s'agit d'une coutume que les enfants aient des conduites sexuelles. J'ai également parlé du chantage de l'OMS à l'égard des États s'ils ne respectent pas sa politique en matière d'éducation sexuelle et de droits sexuels des enfants. Ce qu'il nous faut bien comprendre, c'est que l'éducation sexuelle est une sous-catégorie des droits sexuels et reproductifs du grand programme mondial sur la santé sexuelle de l'OMS, expression en soi un petit peu intrigante, comme si la sexualité était une question de santé. Je laisserai ma consoeur, maître Virginie Darrojorecchia, vous expliquer comment il y a aussi une usurpation de champ juridique, puisque la sexualité ne fait pas partie du domaine de la santé. Ainsi, EVARS n'est pas de la prévention, ne l'a jamais été. La prévention n'est pas une incitation, une initiation ou une information sur la sexualité, donnée par des inconnus à des enfants, qui plus est en groupe. La prévention n'est pas de la banalisation de la sexualité auprès des enfants. La prévention, c'est poser des interdits structurants et, en tant qu'adulte, assumer la responsabilité de protéger les enfants. Donc bien évidemment, je le répète, cette EVARS comprend quelques modules de prévention, mais qui sont mélangés à des tas de contenus où l'adulte prétend initier l'enfant à la sexualité, à la vie intime et au plaisir. C'est donc un discours paradoxal, pour ne pas dire pervers. J'ai eu accès à beaucoup de certifications en santé sexuelle dans les universités où c'est absolument n'importe quoi qui est raconté en matière de développement psychomoteur, biologique et psychique de l'enfant. Je vais vous citer un extrait de cours auquel j'ai eu accès. Dès les 2 premières années de vie, beaucoup de petits bambins découvrent les plaisirs de la stimulation génitale sous la forme de poussées, de frottement de la zone génitale contre un objet, contre une peluche, un oreiller, une poupée. Donc en clair, on est en train de nous expliquer que les enfants se masturbent avec des sextoys. Je vais revenir donc sur la clinique. Et toute cette affaire de soi-disant orgasme du bébé vient de Kinsey. Ne vous faites pas avoir. Il ne s'agit absolument pas de référence. Nous avons une grande littérature. Nous avons de grandes expériences cliniques en matière de traumatisme psychique infantile. Nous devons nous unir pour protéger psychiquement les enfants. Quels sont les effets pervers de ces enseignements?
Et c'est là que je vais venir donc aux conséquences psychiques de ces enseignements. Tout d'abord, dans la mesure où l'enfant n'a pas de sexualité, je voudrais en préambule rappeler quelque chose. Lorsque nous faisons des expertises, des diagnostics d'enfants, et qu'ils présentent des conduites sexualisées, c'est un symptôme pour nous d'abus ou de viol. Je ne peux pas être plus clair que cela. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas faire comme fait l'OMS, écarter les professionnels du trauma psychique infantile et de la psychologie de l'enfant. Donc, si l'enfant présente une conduite sexualisée, nous allons nous demander d'où vient cette conduite sexualisée. L'enfant apprend par imitation. Il n'a pas de lui-même des tendances sexuelles. Lorsque des adultes pensent repérer cela chez l'enfant, soit l'enfant a réellement des conduites sexualisées et il est donc urgent de découvrir par où cet enfant a été transgressé d'une manière ou d'une autre, par où cet enfant a été agressé d'une manière ou d'une autre, a-t-il eu accès à des films, à des photos, a-t-il lui-même subi des choses? Premier point. Deuxième point, parfois l'enfant n'a absolument pas de conduite sexualisée. Il peut, par exemple, se toucher le zizi puisqu'il a très envie de faire pipi, et l'adulte va projeter quelque chose de pervers sur l'enfant et confondre, dans un registre de confusion des langues que le psychanalyste Ferenczi avait très bien relevé, confondre le langage de la tendresse chez l'enfant avec le langage de la sexualité chez l'adulte. La vie psychique de l'enfant ne fonctionne pas comme la vie psychique de l'adulte. C'est une vie psychique faite d'un monde imaginaire, presque magique, qui fonctionne sur ce que nous appelons la pensée magique, et qui a besoin d'être absolument protégée de tout ce qui est violence de la part du monde adulte. Et je suis désolée de le rappeler, mais la sexualité fait partie de quelque chose que le psychisme de l'enfant ne peut pas absorber sous peine de graves effractions traumatiques. Qu'est-ce que c'est que le traumatisme? C'est une violation de l'intégrité du psychisme, c'est-à-dire que l'enfant vit son intégrité, son innocence et sa pudeur comme étant violées. Quelles vont être les conséquences à court terme? À court terme, le traumatisme sidère, d'autant que, nous avons bien vu, il s'agit de parler de sexualité à des enfants avant que ce soit l'âge, sans qu'il n'ait fait aucune demande et aucune question, dans un contexte qui est public, donc sans aucun respect de l'intimité. Et il faut bien comprendre aussi que quand l'enfant, par exemple, a une curiosité ou pose des questions, d'où viennent les bébés, etc., il s'interroge principalement sur son origine et non pas sur exactement comment on fait, comment ça marche. C'est une curiosité qui concerne une question métaphysique. D'où je viens? Et donc, les réponses de l'adulte ne doivent pas anticiper ni être inadaptées par rapport à l'âge de l'enfant. D'autre part, cela concerne la vie intime, donc cela doit rester dans la vie intime. On nous parle tout le temps de la question de la prévention des abus sexuels. Nous renvoyons, nous, à la justice et au défaut de condamnation. Aujourd'hui, 3%, j'avais donné les chiffres, 3% de condamnation des viols, abus sexuels infantiles, c'est quand même extrêmement léger. Donc, s'il s'agit de repérer des soi-disant abus sexuels, il est compliqué de maintenir le fait qu'il faille les repérer en pratiquant soi-même une forme d'abus du psychisme de l'enfant. C'est ce que dit mon collègue Régis Bruno. En définitive, c'est le discours du pédophile. Je vais m'en occuper parce que ça sera mieux fait si c'est moi que si c'est quelqu'un d'autre. Alors, les conséquences psychiques, traumatisme. Quelles sont les conséquences psychiques du traumatisme? La sidération, l'enfant va se replier sur lui. L'enfant qui parle de ce qui l'a dérangé va beaucoup mieux que celui qui se tait. Et nous risquons d'avoir beaucoup d'enfants qui se taisent. Or, la base du traumatisme, c'est la possible reproduction. C'est-à-dire que la suite de ces soi-disant cours
hein. Il y a des cours sur, j'ai entendu des cours sur le viol à des enfants de 6 ans, enfin, tout est absolument inadapté. Là, ne serait-ce que même la connaissance de son propre corps, qu'est-ce que cela a à faire dans une école, dans un espace public? C'est quelque chose du registre intime. Donc cette confusion des espaces est très dommageable. Donc on risque d'avoir une banalisation de reproduction d'enfants sur d'autres enfants. Ça, c'est le premier point. Parce que un enfant imite, encore une fois, ce qu'on lui a appris. Les conséquences du traumatisme, à moyen et long terme, ce sont des bombes à retardement. Ce n'est pas en parlant très tôt du viol qu'on va résoudre le viol. C'est tout simplement en protégeant les enfants, en les surveillant, en ne délaissant pas nos responsabilités d'adultes. Comment se fait-il que nous apprenions systématiquement des histoires, il s'est passé ceci dans les toilettes, il s'est passé cela? Où sont les adultes? Pourquoi ont-ils démissionné? La question de l'induction, c'est-à-dire induire le sujet par personne ayant autorité, augmente la question du traumatisme. Quelles sont les conséquences d'un traumatisme psychique, en particulier infantile? Parce que c'est majoré, bien évidemment, sur un psychisme qui est en développement. Les conséquences adultes, c'est premièrement la reproduction en actif ou en passif, c'est-à-dire la fabrication en actif de pervers sexuels, ou en passif de victimes qui ne savent pas se défendre. C'est aussi la consommation de produits toxiques et l'augmentation des addictions pour noyer, on va dire, le traumatisme. On ne peut pas avoir un discours non plus paradoxal, disons qu'il faut informer les enfants ou leur montrer des films pornographiques parce que ça les empêcherait de passer à l'acte. C'est tout à fait le contraire. À force de voir l'individu reproduit, en particulier l'enfant qui est extrêmement traumatisé, donc il sera victime. Et tout ce qui est en train de se passer est simplement un viol d'enfance. C'est un déficit de la responsabilité des adultes. De la même manière, l'idée du consentement, si l'enfant avait appris le consentement, alors il aurait su dire non, c'est totalement mépriser la dimension psychologique de l'agression et de la peur qui entraîne le silence. Voilà. Alors, cette éducation, intrusion, initiation sexuelle des adultes envers les enfants est traumatique. Voilà. On ne peut pas déléguer notre responsabilité. La notion de consentement pour un enfant est absurde et dangereuse. Je vous l'ai dit, cela peut donc avoir des conséquences de fabriquer des perversions, et ce n'est même pas moi qui le dis, on le redit dans le livre avec Régis Bruno, c'est tout simplement Freud, si calomnié, si peu lu et si peu compris, hein, je rappelle qu'il est à l'origine de la notion de traumatisme psychique infantile, mais c'est bien d'autres psy ensuite, c'est la clinique du traumatisme psychique infantile. Parler de consentement pour un enfant, c'est une notion dangereuse et absurde. Donc je vous ai parlé de perversion, d'addiction. On peut aussi penser tout simplement aux effets du traumatisme qui sont des effets à long terme de dépression, d'idées suicidaires et même de dissociation traumatique grave jusqu'à des fabrications de schizophrénie. Et ce d'autant que, encore une fois, comme je l'ai déjà dit, l'OMS connaît parfaitement le développement psychique de l'enfant parce qu'elle préconise exactement tout ce qu'il ne faut pas faire aux âges où il ne faut pas le faire. Eh bien, la conséquence de traumatisme, c'est tout simplement des dépressions et bien sûr des passages à l'acte suicidaires à plus ou moins long terme. En traumatisant les enfants, on entrave leur développement langagier. Le trauma est souvent lié à des difficultés d'apprentissage de la langue. On entrave leur développement à la rationalité. On entrave le développement de leur imagination, de leur imaginaire sur lequel se construit leur sécurité intérieure.
Donc nous voyons bien que politiquement, ce n'est pas du tout anodin. Je rappelle aussi que j'ai fait une petite étude sur qui avait déjà préconisé cette éducation sexuelle auprès des enfants, y compris les enfants en bas âge. Eh bien, je suis tombée sur les deux grands totalitarismes du XXe siècle, entre autres, hein, il y en a d'autres. Eh bien, le totalitarisme communiste et le totalitarisme nazi. Je renvoie aussi à mes travaux, à mes articles sur l'articulation entre les droits sexuels et la montée totalitaire à laquelle nous assistons. Pour que l'enfant puisse se construire correctement, il a besoin de ce que j'ai appelé les 4 piliers de civilisation. La construction des 2 interdits anthropologiques fondamentaux que sont l'interdit de l'inceste et l'interdit du meurtre. Je renvoie aux anthropologues Lévi-Strauss et à Leroy-Gourhan. Interdit de l'inceste et ses dérivés, c'est-à-dire interdiction aussi que des adultes se mêlent de la vie intime des enfants. Il ne peut pas y avoir de confusion. Et interdit du meurtre. Autre pilier que j'ai aussi signalé comme étant fondamentaux pour la construction psychique de l'enfant, la différence des sexes et la différence des générations. Or, nous voyons bien qu'ici, avec un adulte dit partenaire, la différence des générations, ce n'est pas gagné. L'autorité non plus. Or, l'autorité sécurise, ce n'est pas l'autoritarisme, c'est très différent. Et la différence des sexes, nous voyons bien aussi que dans ces programmes, il est question d'initier les enfants à des identités de genre, à des âges auxquels ils n'ont même pas acquis l'aptitude psychique de s'identifier dans leur sexe, et même, pourrait-on dire, les contours certains de leur propre corps. Je parle de représentation psychique. Donc introduire cette confusion à des âges précoces est extrêmement grave, d'autant que nous savons que le programme est ensuite un programme d'endoctrinement des enfants pour qu'ils puissent, à la faveur de ce prosélytisme, désirer changer de sexe. Or, nous avons un militantisme tout à fait actif qui cueille, comme j'en ai reçu plusieurs témoignages, des adolescents dans le cadre de l'éducation nationale pour l'administration d'hormones et un certain nombre de convictions idéologiques pour les mener vers des programmes de mutilation sexuelle. Bien évidemment, l'autorité parentale, là encore, n'est pas requise, voire elle est bafouée en permanence. Donc, c'est important de rappeler l'exigence du respect de la Convention internationale des droits de l'enfant. Alors, je vous ai parlé, comme conséquence à moyen terme, de conduite addictive, de devenir pervers soi-même, de reproduire les traumatismes de manière active ou passive, également de dépression, de troubles suicidaires, de dissociation traumatique grave que l'on peut retrouver aussi dans la schizophrénie, mais nous pouvons simplement déjà revenir à cette question fondamentale. Que se passe-t-il si un enfant est confronté à des discours ou des images sur la sexualité? C'est impensable au sens littéral pour l'enfant, c'est-à-dire que cela vient heurter sa pudeur, sa vie intime, et c'est cette pudeur sur laquelle se construit l'éducation et même la pensée, tout court, et la vie imaginaire. Dans les premiers comportements que vous pouvez constater chez un enfant avant la reproduction de conduite sexuelle, c'est tout simplement une hyperagitation, un sentiment de culpabilité, de honte, de peur, un manque de confiance dans les adultes, des angoisses, des cauchemars, une dévalorisation progressive de soi-même parce que bien évidemment on se sent coupable d'avoir été pris au piège de ce guet-apens, des troubles du comportement avec des passages à l'acte plus ou moins violents et des conduites obsessionnelles, notamment addictives. Si vous repérez une masturbation compulsive chez un enfant, c'est un indicateur
un symptôme, que quelque chose de grave est présent derrière et qu'il va falloir investiguer et non pas considérer cela comme normal. Cela crée donc des problèmes de santé psychique, lesquels ont parfois une incidence aussi sur la santé physique. Il suffit de penser aux incidences du stress, notamment. Donc, à court terme, c'est extrêmement grave. Surtout si l'enfant ne parle pas. Et à moyen long terme, ce sont, encore une fois, des bombes traumatiques à retardement. C'est une forme de terrorisme psychique exercé sur l'enfant, peu importe que les discours enrobent cela sous la forme d'une fausse bienveillance de façade ou d'un progressisme traitant de réactionnaires tous ceux qui veulent tout simplement protéger la vie psychique des enfants. Alors, je vais vous prendre des exemples dans les manuels, des exemples que j'ai trouvés après avoir analysé donc cette éducation affective, relationnelle et sexuelle. Bien évidemment, comme il y a une levée de bouclier, on essaye de masquer le terme sexuel, mais il ne faut pas se tromper dans l'analyse de la nature des programmes. Je vais donc citer par exemple des contenus notamment de ces guides pour l'éducateur sexuel en France. Chaque guide coûte à peu près 30 €. On peut y lire: pour la quasi-totalité des professionnels de l'enfance, les bienfaits d'une information sur la santé sexuelle sont désormais une évidence. À minima, nous sommes déjà de très nombreux professionnels à être en désaccord et ce désaccord n'est absolument pas entendu. Ces alertes que nous donnons ne font l'objet de calomnies, de censure, de représailles. Donc on est tous sauf dans un processus démocratique. Ensuite, il est question, par exemple dans un des guides dit EdSens, d'une invitation au dialogue sur la sexualité à partir de l'âge de 2 ans. Je vous demande si vous connaissez des enfants de 2 ans ou en avez connu, si vous pensez qu'il est possible de mener un dialogue construit avec un enfant de 2 ans, s'il a acquis toutes ses aptitudes, et encore plus sur la sexualité. Je vous ai parlé de Freud, donc on a des mensonges, ou des erreurs grossières, je ne sais pas, qui indiquent que Freud serait d'accord pour une information sexuelle donnée aux enfants. Or, je vais reciter Freud, tout simplement, un tout court passage que nous citons, nous analysons tout dans notre livre, qui dit que l'activité sexuelle rend l'enfant inéducable et que la fonction de l'éducation est d'ériger des forces psychiques pour faire obstacle précisément à la vie pulsionnelle, ces forces étant le dégoût, la pudeur, les aspirations morales et esthétiques. Donc vous voyez qu'on est complètement dans des contresens complets. Freud insiste sur le fait de ne pas perturber l'enfant par une quelconque séduction perverse. C'est une réécriture des textes, une réécriture des travaux, des pseudo-arguments d'autorité qui n'ont aucune validité. Je vais également encore citer pour la petite section, donc les enfants de 0 à 3 ans, ces guides pour les intervenants en France, qui reprennent exactement la pseudo-rhétorique de Kinsey, selon laquelle les enfants auraient des comportements masturbatoires et se frotteraient contre des peluches, voilà, donc on est dans quelque chose qui est une confusion complète entre le développement sensoriel, des sens, c'est-à-dire des 5 sens. On voit bien que l'enfant a besoin de toucher, il a besoin de mâchouiller, il a besoin d'explorer son environnement. Donc il explore l'ensemble de son corps. Cette exploration n'a aucune nature sexuelle et cette confusion est de l'ordre et du registre de la perversion. Il existe un autre contresens, sans parler même de la vie psychique des enfants, et je renvoie donc aux travaux du docteur Régis Bruno, c'est tout simplement celui concernant une maturation biologique. L'enfant n'a absolument pas les hormones adéquates pour mener une quelconque sexualité. Nous sommes plusieurs professionnels à demander l'arrêt du déploiement de ces programmes.
à avoir écrit des courriers d'alerte. Nous voyons bien que les parents qui s'opposent font l'objet de représailles extrêmement sévères, ce qui ne devrait pas être le cas, du point de vue à la fois de la protection psychique des enfants, mais aussi de la liberté des parents éducative en se référant à la Convention internationale des droits de l'enfant. Pour résumer, avec la pédagogie sexuelle et l'éducation sexuelle dans les écoles, les enfants sont vus comme des êtres sexualisés. C'est de l'abus généralisé d'enfants. Les pédagogues initieraient les enfants donc à la sexualité, leur diraient comment ils ont le droit de se toucher, comment c'est bien de se toucher, le droit au plaisir. Et en définitive, il faut aussi bien se rappeler que dans le courant de pensée des pro-pédophiles, des lobbies pro-pédophiles, les prédateurs différencient le viol avec violence du viol avec séduction et manipulation. Et ce dernier, il l'appelle amour. Le critère serait le plaisir des enfants. Or, ce n'est pas un critère, parce qu'il peut y avoir effectivement une réaction physiologique qui est une décharge d'hormones pour faire face au traumatisme et qui n'a donc rien à voir avec un plaisir sexuel. C'est une réaction mécanique et nous avons identifié des mécanismes similaires sous la torture. Donc c'est quand même important de le rappeler. D'autre part, des enfants qui sont abusés cherchent à satisfaire les désirs de la figure d'autorité. Donc en l'occurrence, l'enseignant, l'éducateur sexuel, etc., etc. Si l'adulte désire que l'enfant éprouve du plaisir, l'enfant s'y conformera. C'est donc une fabrication en masse de victimes traumatisées et de futurs prédateurs. D'autre part, si l'enfant se tait, il culpabilisera de s'être tu. Il faut que nous retrouvions le courage de protéger l'innocence, de protéger nos enfants. Le concept même de pédagogie sexuelle émane des officines de Kinsey. Ça n'a aucun sens. La sexualité est du registre pulsionnel, elle émerge à l'adolescence avec l'apparition des hormones sexuelles. Les adultes n'ont pas à initier les enfants, ni à leur transmettre une quelconque information ou connaissance ou support à caractère sexuel. L'éducation comporte elle-même plusieurs étapes liées au développement psychique de l'enfant. Dans le livre Le sexe n'est pas un jeu d'enfant, je reprends l'échelle du développement psychique que j'ai construite de manière à ce que ce soit très très clair pour tout le monde. Il importe que l'enfant, au fur et à mesure de sa maturation, puisse acquérir des remparts psychiques pour contenir et refouler cette vie pulsionnelle qui se caractérise par je fais ce que je veux quand je veux manger des frites ou des bonbons toute la journée, je pique des colères, etc. Dans ces remparts, il y a l'apprentissage de la frustration, le développement de la sécurité intérieure avec l'imaginaire et le jeu, le stade du développement logique. À partir de 6-7 ans, il y a des stades: apprentissage de la rationalité, de la logique, de l'écriture, de la lecture, des mathématiques, de la langue. Mais on ne peut pas passer au stade suivant si quelque chose s'est mal passé et de manière très traumatique au stade antérieur. D'où la nécessité d'être extrêmement prudent avec la protection psychique des enfants et la prévention. Alors, dernière partie, que faut-il faire avec les enfants? Comment les protéger au mieux? Au-delà de cette abolition que nous réclamons de l'éducation sexuelle, il est important de regarder quels sont les besoins réels des enfants. Et selon les âges aussi, sachant que chaque enfant est unique, donc chaque enfant va avoir une progression dans la maturation qui lui est propre. Et c'est extrêmement important à comprendre. Tout d'abord, l'enfant doit se sentir en sécurité. Cela signifie aussi que l'on puisse empêcher toute forme de violation de l'enfant, violation psychique tout d'abord, hein, bien évidemment. Donc,
Première prévention, bien comprendre que l'enfant n'a pas de sexualité. Il a une sensorialité, il explore ses 5 sens, il a un développement psychique, il a un développement biologique. Tout enfant qui présente des conduites à caractère sexualisé doit être regardé avec la plus grande vigilance pour comprendre d'où il imite ces différentes conduites et qui a pu lui causer une forme de traumatisme psychique. Il faut donc préserver les enfants de tout accès à une quelconque forme de sexualité, que ce soit à travers des films, des images, des violences, et évidemment, en particulier à travers l'école. Bien comprendre que l'enfant a besoin de développer son imaginaire. Et que c'est à partir de cet imaginaire, de ces contes, ces anciens contes qui favorisaient l'appréhension par l'enfant de ce que peut être un danger, hein, le grand méchant loup, etc., parce qu'il ne le comprend pas et on ne peut pas lui faire porter la responsabilité de se défendre face à un danger. Donc, il est très important de lui donner évidemment des conseils de bon sens selon les âges et de pratiquer une pédagogie que nous faisions auparavant, mais qui est une pédagogie limitative et non pas incitative. Par exemple, ne suis pas un inconnu, ne fais pas confiance à un adulte quel qu'il soit. N'accepte pas de cadeaux de gens que tu ne connais pas, qui sont tes référents de confiance. Si on te dit que l'on vient de la part de tes parents, est-ce qu'on ne peut pas mettre en place un espèce de code que la personne devrait te donner, par exemple? Je viens de chercher le nom de tes parents. Ah bon, mais quel est le code? Et sinon, qui aller chercher? Quelles sont les personnes de confiance à aller solliciter? Il faut bien évidemment éloigner les enfants des écrans. Et si l'on souhaite faire de la prévention aussi, il y a toute la partie biologique, alimentaire, etc., sur laquelle je ne vais pas m'attarder aujourd'hui, mais ça fait partie aussi de la prévention du bon développement psychique de l'enfant. On doit aussi lui indiquer que personne n'a le droit de lui montrer des vidéos ni des photos sans l'autorisation de ses parents, qu'il ne peut pas non plus être pris en photo ou vidéo sans l'autorisation de ses parents. Ça me paraît quand même un petit peu indispensable aujourd'hui, où nous savons aussi que les réseaux pédophiles traînent sur Internet à l'affût de photographies d'enfants à aller chercher. L'apprentissage de la pudeur doit se faire à la maison, pudeur et intimité. On doit aussi enseigner à l'enfant progressivement à différer, à contenir sa frustration, à trouver des méthodes pour exprimer sa colère sans taper, etc., etc. Observer son enfant, rester attentif aux moindres changements, être disponible pour lui. Mais aujourd'hui, on sait que c'est compliqué. Montrer l'exemple. Il y a aussi d'autres conseils de prévention que nous donnons parce qu'il est curieux que le pouvoir se focalise ainsi sur la sexualité sans chercher même à réguler ce qui peut se passer sur Internet ou les sites pornographiques, etc. Nous donnons par exemple des aides au développement dans notre livre, comme aide au développement au langage, au développement sensorimoteur, à la vie en collectivité, aux différents risques électroménagers par exemple que l'enfant peut rencontrer, qui sont d'ailleurs mettre les doigts dans la prise est normalement une situation à laquelle les enfants sont exposés. Et nous donnons aussi des mesures de prévention en fonction des âges. Pour terminer, je souhaiterais dire que nous avons pour ambition de redonner la confiance dans les adultes pour protéger leurs enfants. Nous ne considérons pas que les parents sont les ennemis de leurs enfants. Nous considérons que la plupart sont des parents qui cherchent à bien faire, qui sont bienveillants. Voilà, c'est aussi ce que nous enseigne notre clinique. Nous considérons enfin qu'il est fondamental de regarder ces différents aspects de la protection psychique des enfants, à la fois pour préserver notre droit pénal, pour peut-être le mettre davantage en fonctionnement pour la préservation des mineurs, mais également
protection de l'enfance, mais également la protection de l'enfance du point de vue de l'éloignement de toute incitation, information de nature sexuelle auprès des enfants, c'est aussi pour préserver leurs relations amoureuses une fois adultes. Hein. Il y a des prérequis qui sont fondamentaux à développer pour mener une relation amoureuse épanouie. Donc nous sommes pour précisément que les enfants d'aujourd'hui puissent vivre dans leur futur d'adultes des histoires d'amour qui les épanouissent réellement. Enfin, il est bien clair au regard de mon champ d'investigation qu'il existe un lien politique immédiat entre ces effractions traumatiques de masse des enfants et leur conditionnement futur pour qu'ils se mettent au service d'un système totalitaire. Il est donc urgent de lutter contre ces formes d'endoctrinement, de s'appuyer sur le corpus de connaissances de la psychologie de l'enfant qui est amplement étayé pour protéger psychiquement les enfants, de s'appuyer sur le droit encore existant pour les protéger, de nous unir et d'abord, avant toute union, de nous clarifier les idées. De quoi parle-t-on? Peut-on poser des définitions? D'où viennent ces textes, etc., etc. Nous ne considérons pas qu'il est possible de négocier avec toute forme de perversion. À partir du moment où le ver est dans le fruit, hein, où l'arsenic est dans le lait de ces différents textes de Levars, nous pensons important de reposer des bases depuis le départ, c'est-à-dire d'annuler et de recommencer la copie vers une véritable protection psychique des enfants, une véritable prévention. Je vous remercie de votre attention.